tribune des décideurs, un peu plus tard que d'habitude, 12h35. Nous sommes aujourd'hui ravis de vous retrouver pour une demi-heure ensemble. Nous allons parler d'immobilier avec un petit changement de programme, hein, ça ne vous a pas échappé. On avait annoncé Patrick Bernasconi, le troisième homme dans la course à la présidence du MEDEF. Celui-ci a fini par se rallier avec Geoffroy Roux de Bézieux à Pierre Gattaz, donc plus de compétition au sein du MEDEF et donc il ne souhaitait plus s'exprimer. Heureusement, nous avons trouvé un invité qui va le remplacer aussi très avantageusement, en la personne de Sébastien Delafont. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors sur un autre sujet, on va parler ensemble de meilleurs agents et du marché de l'immobilier, meilleursagents.com, c'est votre site. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, mais ça tombe bien, hein, puisque nous sommes en plein dans ces questions immobilières. Le président de la République s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet, entre autres hier soir sur M6. À mes côtés, on a le plaisir aussi de retrouver Eric Walter, le directeur de la rédaction de La Tribune. Bonjour Eric. Bonjour. On va commencer, hein, vous connaissez le principe de l'émission, tout de suite par une question d'internaute. C'est direct, selon vous, comment vont évoluer les prix de l'immobilier, court terme, moyen terme, long terme? La question à 1000 €. Sébastien, peut-être un mot sur Meilleurs Agents, hein, pour faire connaissance mieux. Alors, meilleursagents.com, c'est une entreprise qui a maintenant 5 ans, qui compte 80 personnes et qui est là pour aider les particuliers à réussir leurs projets immobiliers. On est là vraiment pour leur donner à la fois les meilleures informations pour qu'ils soient en mesure de prendre les bonnes décisions, notamment en matière de prix et d'évaluation des biens, mais aussi pour les aider à se mettre en relation avec les bons professionnels, parce que ce n'est pas toujours facile de repérer notamment quels sont les bons agents immobiliers. Et notre grande spécialité, c'est d'être capable d'aller chercher. Aujourd'hui, on a 600 agences référencées sur le territoire français. Les meilleurs professionnels de l'immobilier, ceux auxquels on peut véritablement faire confiance. Comment ça marche d'un point de vue business model, si je fais appel à vos services? Alors, on a plusieurs sources de revenus, mais notre principale source de revenus, c'est quand on accompagne un propriétaire qui souhaite vendre son bien immobilier, il nous contacte. Finalement, il passe par le site, il s'inscrit, il évalue son bien, il nous dit qu'il souhaite le vendre. Il nous appelle ou on l'appelle. Et là, on va le mettre en relation avec les 2 agences les plus compétentes pour venir affiner l'évaluation. Parce qu'en ligne, ça ne suffit pas. Il faut se rendre sur place. Et là, on a vraiment les bons pros, ceux qui font les meilleures performances dans son quartier, les meilleures performances de vente. Et il va confier à ces agences un mandat de vente. Alors là, on a plusieurs formules. Une formule sérénité, une formule liberté. En fait, il y a toute la palette. Ça ne coûte jamais plus cher de passer par nous. Et en fait, on a des garanties qu'on n'a pas ailleurs en passant par meilleursagents.com, notamment l'accès à l'observatoire des prix où on a un détail des transactions qui ont lieu autour de chez soi, les vraies transactions. Et puis, on a la possibilité de noter les agences. Et non seulement on met les particuliers en relation tout de suite avec les bons pros, mais en plus, comme les particuliers peuvent les noter, ça a tendance à mettre un peu la pression. Jusqu'ici, cette notation était conservée, je dirais, sur nos sites. Ça fait 6 mois qu'on a lancé ça et d'ici quelques semaines, ça va être rendu public. Et ça, je pense que c'est de nature à aiguillonner le marché, à booster et à donner envie aux agences de se défoncer pour les clients. Avant de parler des prix, le marché, comment est-ce qu'il est? Il est figé en ce moment? Alors, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, il est réduit en taille. C'est-à-dire qu'on est par rapport aux années pleines, 2010-2011, où on faisait 800-850 000 transactions dans l'ancien, on est 25% plus bas. C'est plus que bloqué. Enfin, c'est ce qu'on appelle un marché bloqué. Vous dites qu'il est réduit en taille, c'est la définition même. Oui, mais alors, le marché est un peu bloqué, non? Il est réduit, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs depuis le pic de juillet 2011. Mais les transactions se font. C'est-à-dire qu'un marché... Ceux qui n'ont pas le choix, en fait. Hein, alors, effectivement, ceux qui sont dans le marché aujourd'hui sont d'abord les vendeurs, ceux qui créent l'offre, hein, dans l'ancien, ceux qui ont besoin de vendre, ceux qui ont le choix de vendre ne se mettent pas dans le marché aujourd'hui. Soit pour des raisons fiscales, c'est vrai d'abord pour les gens qui détiennent des biens de type investissement, soit parce qu'ils ont le choix, ils voudraient peut-être vendre une résidence principale, mais ils peuvent reporter et ils ne le font pas parce qu'il y a des incertitudes économiques, parce qu'ils ont des incertitudes dans leur vie privée. Donc ceux qui sont sur le marché sont ceux qui doivent vendre, ils sont mutés, où il y a des situations de divorce ou des situations d'héritage. Et ça représente sur les 800-850 000 transactions qu'il y a en France, probablement de l'ordre de 500-550 000 transactions. Et on va faire en 2013, probablement ce qu'on a fait en 2012,
un peu plus de 600 000 transactions. Ouais. 650 000 en 2012, il s'en fera... On est vraiment sur le noyau dur des gens qui n'ont pas le choix, qui doivent de toute façon vendre. Mais alors comment vous expliquez le fait que, en tout cas dans certaines zones, les prix ne baissent pas, ou en tout cas très peu, puisque si les gens qui sont en situation de vendeur ont absolument besoin de vendre, pourquoi les prix ne baissent-ils pas? Est-ce qu'ils ne baissent pas d'ailleurs? C'est la question de notre internaute. Ils baissent. Alors il y a un retard un petit peu dans la communication officielle sur les prix d'immobilier. En réalité, ils baissent. Alors ils baissent peut-être pas autant que certains le souhaiteraient. À Paris, depuis le pic de juillet 2011, parce qu'en réalité, les prix baissent depuis 2 ans. On croit qu'ils baissent que depuis quelques mois. Nous, on a commencé à communiquer sur la baisse à Paris depuis septembre 2011. Elle est très faible. Et par rapport au plus haut, on n'est que 4%, 4,5% en deçà à Paris. Donc c'est une très faible baisse. Mais en province, on va trouver des baisses par rapport au plus haut de juillet 2011 qui sont entre 5 et 15%. Donc la baisse a déjà commencé. Et maintenant, ça va relancer le marché? C'est une baisse en pente douce. Alors, maintenant, ça baisse pas vite et ça baisse pas fort. Et notamment à Paris, depuis le début de l'année, on est presque neutre. Les 3 premiers mois, ça baissait. Et puis les 3 derniers mois, on baisse plus. Pourquoi? Première force à l'œuvre, c'est la baisse des taux. Et on a baissé les taux. On emprunte à moins de 3% en 20 ans aujourd'hui. Et les taux ont baissé de plus de 1% en un an. Et ça redonne mécaniquement beaucoup de pouvoir d'achat aux acheteurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a finalement pas tant d'offres que ça sur le marché et on a conservé un certain équilibre entre l'offre et la demande. Si on avait effectivement conservé autant de vendeurs qu'en 2011, ce serait un problème parce qu'on a perdu, notre estimation par rapport au pic du marché, c'est qu'on a perdu 30% de vendeurs et on a perdu 40% d'acheteurs. Et donc on a presque conservé l'équilibre. Mais quand même, les acheteurs ont gagné un petit peu et dans leur pouvoir aujourd'hui, c'est 5% de baisse. Question d'un internaute. Il paraît que les femmes ont souvent le dernier mot dans l'acte d'achat. Est-ce que vous prenez ce facteur en compte dans votre stratégie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est les femmes qui décident Les hommes et les femmes, oui. Alors, c'est vrai. Aucune décision d'achat ne se fera dans un couple sans que madame soit d'accord. Ce qui est un peu normal, non? C'est le foyer. Oui, non, même sans vision machiste, c'est tout à fait sain et les femmes ont un rôle absolument déterminant. Alors, mais est-ce qu'elles ont le dernier mot? Parce que c'est le sens de la question. Est-ce que c'est elles qui prennent la décision? Je pense. Ce qui là serait anormal. Non, je n'ai pas d'avis. Je pense pas la parité. Alors, les hommes, en revanche, ont un rôle peut-être plus important que les femmes. Sur les questions de détermination du prix, de négociation du crédit. Mais sur le choix du bien, c'est généralement madame qui a le dernier mot. Et donc vous le prenez en compte? On ne le prend pas en compte dans le cadre de notre stratégie parce que non, c'est marginal. Et en fait, on est vraiment là, nous, pour mettre la meilleure information dans les mains des particuliers, hommes ou femmes. Et parce que si on commençait à avoir des stratégies comme celle-là, on sait pas où ça commence, où ça finit. Est-ce qu'on peut juste revenir une seconde sur la question des prix? Parce que le marché français a quand même cette particularité, on l'a observé par le passé, d'avoir une grande inertie. C'est-à-dire, on réagit beaucoup moins à la conjoncture que le font les pays anglo-saxons et d'autres. Donc on voit bien là qu'on est dans une situation où les gens qui veulent acheter se disent ça va encore baisser, donc je ne vais pas acheter maintenant. Et les gens qui vendent se disent finalement ça n'a pas baissé, donc ça va peut-être remonter. Enfin, il y a quand même une espèce de sentiment très conservateur dans le rapport des Français à l'immobilier. Alors il y a les problèmes fiscaux, tout ça, mais est-ce que vous l'analysez un petit peu autrement? Alors, est-ce que la question de fond est, est-ce qu'on est à la veille d'une baisse des prix qui va prendre plus de temps à s'installer ou à se matérialiser que dans les pays anglo-saxons où ça aurait baissé et corrigé plus rapidement? Je ne sais pas. Ce qu'on peut noter, effectivement, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une baisse des prix, c'était entre 91 et 97, ça a duré 6 ans. C'était long. Notamment à Paris, les prix ont baissé de 38%. Et ça, les gens l'ont oublié. Bon, c'était après une phase de spéculation intense qu'on n'a pas connue, parce qu'on a connu là, ces dernières années, une très forte inflation des prix, mais pas véritablement une spéculation. C'est-à-dire que les gens ont acheté d'abord pour se loger. Ils n'ont pas acheté pour revendre très vite derrière. Voire pour se mettre à l'abri, parce qu'il y avait des turbulences sur les marchés financiers. Ils se disaient, la pierre, c'est un placement solide. Immobilier valeur refuge, ça a joué à plein. Ça joue un petit peu moins maintenant. Et on observe que, notamment à Paris ces derniers mois, les biens qui montent le plus sont les biens familiaux. C'est vrai pour des raisons saisonnières. Et les biens d'investissement, eux, baissent légèrement. Alors que pendant les années folles,
c'est surtout les petites surfaces qui montaient parce que les investisseurs étaient présents à fond. Ils le sont moins, notamment pour des raisons fiscales. Alors ça nous amène justement au contexte, avec une question sur les taux. Est-ce qu'ils vont descendre, les taux de crédit immobilier, encore longtemps selon vous? Et puis ce contexte des marchés financiers qui se porte un peu mieux, comment est-ce que ça pourrait opérer des arbitrages? Notre scénario, et on écrit, vous savez, un baromètre tous les mois pour essayer effectivement non seulement de fabriquer des chiffres et de commenter ce qui se passe sur le marché immobilier et plus largement dans le monde macroéconomique qui a un impact direct. Là, les taux d'emprunt, ils n'ont cessé de baisser. Notre scénario, c'est qu'ils vont continuer de baisser parce que effectivement, on voit à l'origine, il y a une situation macroéconomique en Europe qui est très mauvaise. Le chômage continue de monter, la croissance n'est pas là. La BCE va maintenir des taux très bas. Et tant qu'on est dans ce scénario-là, on va avoir des taux d'emprunt immobilier très bas et probablement qui vont continuer d'être orientés à la baisse. Alors, quand même, un mot là-dessus. On a dit beaucoup, il y a quelques mois, que les banques avaient fermé le robinet, étaient de plus en plus exigeantes sur les conditions de ressources matérielles des emprunteurs. Est-ce que vous l'observez toujours? Ou est-ce que c'était vrai? Et est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est vrai, et il y a eu vraiment un virage à partir de l'été 2011 où les banques ont changé leur politique et effectivement elles ont considérablement durci les conditions d'octroi de prêts. Et ce qui n'est pas facile, et c'est vrai, et ça n'a pas fondamentalement changé depuis 2 ans. Bon. Donc elles sont moins agressives dans leur politique commerciale et en revanche elles se font toujours concurrence pour les meilleurs clients. Alors pour les meilleurs clients, effectivement, là, la situation aujourd'hui est extraordinaire. On prête qu'aux riches, c'est toujours la même chose. Et dans des conditions qui n'ont jamais été aussi bonnes. En revanche, ce qui est un facteur de non-baisse des prix, parce que c'est vrai qu'a priori, les meilleurs clients sont des gens qui... De non-baisse des prix pour les biens de qualité. Oui. Et je pense qu'on observe certainement, sans pouvoir tout à fait toujours le mesurer, ce que j'appellerais un effet qualité, c'est-à-dire que les indices baissent peu aussi, probablement parce que c'est le haut du panier qui se vend d'abord, le haut du panier, le milieu du panier, alors que le bas du panier, lui, probablement peine à se vendre. Et c'est probablement celui qui n'est pas acheté d'ailleurs par les acheteurs les plus solvables. Alors, une question de Capu justement sur qui peut acheter. Est-ce que les Français peuvent encore acheter un bien immobilier à Paris? J'imagine qu'il veut dire est-ce que monsieur et madame tout le monde peut encore acheter quand le prix du mètre carré est entre 8 et 12 000 selon les arrondissements? Oui, alors prix moyen de l'immobilier à Paris, 8 300 €. C'est inabordable. Quel est le profil type de quelqu'un qui achète à Paris? Vous l'avez, ça? Alors, en primo-accédant, d'abord, le primo-accédant parisien, il souffre énormément. Et pour s'acheter, ceux qui achètent en ce moment, ce sont des couples mariés, tous les deux en CDI, dont les revenus mensuels bruts sont en moyenne de l'ordre de 8 000 € par mois. C'est considérable. Le ménage moyen parisien gagne 4 000 €, 4 200, 4 400 €, c'est près du double de ce que le ménage moyen français gagne. Alors, le problème qu'on a, c'est que Paris, c'est une situation épouvantable, et quand on regarde le pouvoir d'achat immobilier à Paris, il est de 36 mètres carrés pour un ménage parisien, qui gagne pourtant 2 fois mieux sa vie qu'ailleurs. Mais si on regarde la situation à Rennes, à Strasbourg, à Bordeaux, là, un couple, un ménage moyen dans ces zones-là, compte tenu de ce qu'il gagne, peut s'acheter entre 70 et 74 mètres carrés et son pouvoir d'achat augmente entre 10 et 15% par rapport à l'année dernière. Donc, Paris est épouvantable, mais si on regarde à l'échelle de la France, ce n'est pas si désespéré que ça. Autre question, existe-t-il une saisonnalité dans la vente des biens immobiliers? Instinctivement, on a l'impression qu'on imagine que oui. Totalement, il y a une saisonnalité et il y a 2 grandes saisons. La saison de la plus forte demande, c'est entre février et juin, notamment pour les appartements familiaux. Pourquoi? Parce qu'on veut acheter et être prêt pour la rentrée de septembre. Voilà. Et ça joue à plein, notamment à Paris, on l'a vu le dernier mois. Les grandes surfaces à Paris ont augmenté de 1%, quand les petites surfaces baissaient de 0,2%. Et on observe ça depuis quelques mois et ça va durer jusqu'au mois de juin, juillet. Et puis la deuxième grande période, c'est entre octobre et le début décembre. Voilà, donc il y a deux phases de demande, et là la demande à la rentrée est différente, c'est pour tout type de biens, notamment des biens d'investissement. Il y a un facteur de saisonnalité aussi qui parfois existe, c'est quand il y a une échéance fiscale. Les gens peuvent anticiper, au contraire attendre. Alors, hier soir, François Hollande a parlé d'une exonération des plus-values l'année prochaine, enfin une baisse déjà de la durée. Il a parlé de quelque chose dont on n'a pas encore les détails, mais enfin, qui j'imagine devrait être quelque chose de significatif. Est-ce que ça peut, selon vous, jouer un rôle important ?
Totalement. Et on l'a observé parce qu'effectivement, s'il s'agit de corriger les excès de cette, je pense, mauvaise réforme qui avait été passée par le précédent gouvernement en octobre 2011. D'allonger la durée. Oui, il fallait tenir un bien 15 ans quand ce n'était pas sa résidence principale pour ne plus payer d'impôt sur la plus-value. Et cette durée de 15 ans a été portée à 30 ans. Il y avait quelques mois avant que la réglementation se mette en œuvre. Et entre octobre 2011 et février 2012, on a observé effectivement une surabondance de biens mis sur le marché. Il va peut-être se passer la même chose s'il y a effectivement un dispositif temporaire mis en place, notamment pour 2014, pour débloquer le marché. Alors, moi, je me méfie beaucoup. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qu'annonce le président. Ça veut dire qu'il a conscience d'un problème, là aussi. Oui, mais on a bloqué le marché. Et là, quand je dis que c'est mauvaise réforme, on comprend tous qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Mais sauf qu'il y a des moments où trop d'impôts tue l'impôt. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en voulant prendre plus d'argent sur les transactions immobilières en dehors des résidences principales, on a bloqué le marché, les transactions ne se font plus. Et les recettes de l'État sont plus faibles. Donc il faut doser, il faut faire preuve je dirais de doigté, et puis surtout, il faut donner une ligne de conduite qui soit claire et qui s'inscrive dans la durée. Alors, que comptez-vous faire, nous demande Hector, pour stopper la décorrélation entre le prix d'un bien et le service fourni? Est-ce que ça aussi, c'est une réflexion qui a lieu dans cette profession des agents immobiliers? Jusqu'à présent, on payait un pourcentage en fonction du bien fourni. Et donc, il y a des réflexions sur le business model. Il y en a qui vont vers le modèle des honoraires. Je crois que c'est la C'est un vrai souci. C'est un vrai problème. Et récemment, il y a eu un sondage fait à la demande du journal Marianne par Louis Harris qui montrait que les agents immobiliers étaient bons derniers de la liste des professionnels à qui on faisait confiance. Et c'est catastrophique et ce n'est pas vraiment une nouvelle. On a voulu protéger le particulier il y a une quarantaine d'années en pondant une loi qui s'appelle la loi Hoguet qui régit le travail de l'agent immobilier en faisant en sorte que l'agent immobilier ne gagne sa vie que quand il fait une transaction. Et au départ, c'était plutôt une bonne chose parce que s'il n'y a pas de transaction, par exemple pour le vendeur, il n'y a pas d'argent à verser à l'agent. Le problème qu'on a induit en faisant ça, c'est qu'on a souvent transformé l'agent immobilier en mercenaire et que cet agent a oublié de développer une relation de service et une envie de satisfaction. Et c'est ça que vous tentez d'apporter chez meilleursagents.com. On se bagarre pour ça, et notamment en sélectionnant donc les bons, et puis en mettant en avant les avis clients. Et ça va être une révolution dans le métier d'agent immobilier. C'est la première fois qu'on met en avant des véritables avis clients, pas de gens qui viennent de n'importe où et dont on ne contrôle pas, je dirais, la véracité. Les gens qui ont fait des vraies transactions. Ah oui, et dont on contrôle tout. Les agents vont pouvoir répondre, mais en tout cas, ça va être affiché. Et ça, c'est le cœur du sujet. Et la réglementation du métier d'agent immobilier, elle doit être revue. Madame Duflot, ministre du Logement, a annoncé une réforme. Il va falloir aller plus loin que ce qui a été annoncé. Et il faut aller vers plus de services. Il faudra remettre en question cette notion de je fais une transaction, je suis payé. Je ne fais pas de transaction, je touche rien. Alors comment vous faites comment un agent immobilier peut-il se rémunérer quand il ne vend pas? Qu'est-ce qu'il va facturer? Il faut, je vais pas. Il y en a qui le font déjà, qui font de la gestion d'immeubles, de gestion. Ça c'est autre chose. Oui, d'accord, mais sinon, la location était dans le collimateur du gouvernement récemment. Même chose. J'apporte des conseils. Il n'y a pas de transaction. Je touche rien. Je touche une transaction. Je touche quelque chose qui est proportionnel au loyer. Et pour beaucoup, ça a paru choquant, surtout que les loyers, comme les prix, ont beaucoup monté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on fait une liste de prestations. Et quand on les apporte, effectivement, en face d'un service qui a effectivement été rendu, il y a une rémunération. Et il faudra peut-être effectivement accepter que dans certains cas, il n'y ait pas de transaction, mais il y ait quand même rémunération. Le risque étant, c'est vrai que cette profession et celle des syndics aussi a tendance à surfacturer beaucoup de choses. On l'a vu avec les syndics notamment, où le syndic, par exemple, maintenant facture des services de façon assez extravagante. Vous demandez un document quand vous venez de votre appartement, ça vous coûte 700 ou 800 euros, enfin des chiffres absolument incroyables. Donc c'est vrai qu'il y a une tentation naturelle dans ces milieux de surfacturer très vite dès qu'une porte s'ouvre. Donc alors est-ce que c'est un problème de concurrence? Est-ce que c'est un problème de tradition? C'est un problème de transparence. C'est un problème de périmètre des responsabilités. Il faut accepter que les professionnels gagnent leur vie, mais il ne faut pas les coincer dans quelque chose de trop rigide. Ce qui se passe notamment avec les syndics est caractéristique d'une profession aujourd'hui à laquelle je pense on reproche à juste titre un manque de transparence, mais qui
gagne mal sa vie structurellement, parce qu'on l'a coincé dans un système qui ne fonctionne pas. Et du coup, il y a des pratiques qui sont tout à fait répréhensibles, qui se développent, parce que économiquement, ce qu'on a mis en place ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le capot, il faut tout regarder, et on peut mettre les choses à plat, avec de la transparence. Hatchoum réagit sur le nom de Madame Duflot. Est-ce que vous l'aimez, vous, Duflot? Alors je pense qu'il fait allusion aussi aux niches, enfin aux niches Duflot. Au dispositif Duflot qui n'a pas encore trouvé sa place parce qu'il succède au dispositif Cellier, l'investissement dans le neuf, auquel on donne des avantages fiscaux relativement importants. Le Duflot aujourd'hui a du mal à démarrer, il y a peu de programmes. On voit que cette année, dans l'immobilier collectif, il y a 2 ans, on faisait 100 000 logements, et cette année, si on en fait 40 000, ce sera le bout du monde. Donc il y a quand même un souci, parce que le président de la République l'a rappelé hier soir, on a besoin de construire en France, pas partout, mais dans un certain nombre de zones, notamment en Île-de-France où on a des problèmes de prix. Et alors est-ce que c'est un problème d'explication et de pédagogie? Est-ce que c'est un problème de relation avec les promoteurs? Ou d'enveloppe simplement, ou d'équation qui était peut-être moins bien ajustée que... L'avantage fiscal est pas mal. Je pense qu'il y a des questions qui se posent autour du niveau des loyers, et des profils des personnes auxquelles on peut louer. Et là, il y a trop d'incertitudes, et dans la tête des investisseurs, c'est pas clair. C'est oublié d'ailleurs, ce blocage des loyers. Il y a eu une époque où on parlait de bloquer les loyers. Non, ça va être mis en place, je crois. Il y a d'abord eu des plafonds sur les toutes petites surfaces à Paris, là encore, la précédente majorité. Et puis Madame Duflot a dit qu'effectivement, il y allait avoir un plafonnement au moment de la relocation. Mais même, je dirais, si on garde un même locataire en place, il y aura des plafonds dans la revalorisation. Donc ça va se mettre en place. Ça, c'est pas véritablement un problème, parce que quand on observe les chiffres, les loyers évoluent relativement peu. Hein. Ils sont en ligne avec l'inflation. C'est plutôt au niveau des prix d'acquisition qu'on a des problèmes. Et surtout à Paris. Un mot encore, quand même, pour reparler des niches. L'immobilier français est quand même drogué depuis un certain nombre d'années à des systèmes d'avantages fiscaux qui ont eu beaucoup d'effets pervers, et on n'arrive pas à en sortir. Il y a eu nombre de rapports qui ont été produits ces derniers mois, notamment celui du Conseil d'analyse économique, qui était très intéressant. On a le sentiment qu'on n'arrive pas à sortir de ce système dont on sait qu'il n'a pas quand même une efficience aussi parfaite qu'on le souhaiterait. Pourquoi on n'arrive pas à un peu bouleverser un système qui, à l'évidence, trouve ses limites, même si on l'amende, s'il y a du flow, etc. Pourquoi on n'arrive pas à sortir de là? Alors là, on parle de la construction neuve, parce que c'est surtout en matière de promotion immobilière, de construction, que les dispositifs fiscaux s'appliquent, et s'appliquent de longue date. Vous avez raison. Il y a une succession de systèmes, plus ou moins heureux, des abus. Notamment, on a construit dans des endroits que ce soit en France métropolitaine ou dans les DOM, à certains endroits où il fallait pas. Donc, l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce qu'il faut supprimer toute aide fiscale? Personnellement, j'ai pas d'avis tranché. Je ne connais pas la bonne réponse. Ce que je dis simplement, c'est que ce que j'observe comme professionnel, c'est qu'il y a des zones où il y a un déficit de logement, et non seulement de logements sociaux, mais aussi de logements intermédiaires de bonne qualité. Ce que je crois, c'est que sur ces questions-là, la réponse ne peut pas être que fiscale. Et qu'il faut mettre autour de la table les collectivités locales, les différentes catégories de population qui sont intéressées, l'État, ceux qui financent, les agents immobiliers, les promoteurs. Et qu'il faut pondre des solutions qui s'inscrivent dans la durée. Il faut aussi s'intéresser à ce que les urbanistes donc ça fait beaucoup de monde, mais quand même, là c'est un sujet qui vous concerne, puisque vous le disiez, vous vous intéressez beaucoup au marché de l'ancien. Donc cette idée qui consisterait à reconvertir beaucoup plus facilement qu'on ne le fait aujourd'hui les bureaux en logement, qui est un sujet effectivement qui court, mais qui semble-t-il doit s'accélérer, pose effectivement des problèmes techniques, réglementaires, etc. Donc là aussi, il y a, en dehors des problèmes fiscaux, il y a quand même une réglementation en France, et qui est très diffuse entre les mairies, les architectes des bâtiments de France, etc. Les normes, est-ce que là, il y a quand même un chantier qui semble-t-il être ouvert? Est-ce que vous croyez un choc de simplification que tout le monde attend? Enfin, vous voyez les architectes, ils attendent un an pour avoir un permis de construire. Enfin, non, c'est évident.
Dans tous les domaines du jeu, on a des progrès à faire. Il faut simplifier sur le plan administratif. Le millefeuille administratif, région, département, ville, on voit bien qu'il nous gêne dans les projections sur le Grand Paris et qu'aujourd'hui, la question du logement à Paris ne se résout pas sans une vision élargie et l'accès au foncier, comment est-ce qu'on développe telle zone, les transports, le bassin d'emploi, tout ça est lié. Et effectivement, on sent bien qu'en France, il va falloir réformer pour attaquer ces questions-là de manière efficace. Artus nous demande, aujourd'hui la France est un des pays d'Europe qui compte le plus de propriétaires. C'est lui qui l'affirme, on parle sous votre contrôle, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 10 ans ? Est-ce que c'est en France qu'il y a le plus de propriétaires? Alors le taux de propriété en France, il est de 58%. Il est plus élevé qu'en Allemagne, mais il est plus faible qu'en Belgique ou qu'en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est 80%. Voilà. Crois, ouais. Et donc on est plutôt dans la moyenne. Et est-ce que donc, ces 58%, cette part de marché de propriétaires va baisser ou monter selon vous, à horizon de 10 ans? Écoutez, c'est pas simple. Elle a tendance à progresser. Hein. Le président Sarkozy, donc la précédente majorité, avait fixé comme un objectif. Oui, il avait fixé ça comme objectif de campagne. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Je crois que quand il a commencé en 2007, on devait être à 56% de propriétaires en France. On est à 58% aujourd'hui. Ce sont des mouvements lents. Moi, je n'ai pas de vision philosophique par rapport à ça. Néanmoins, il y a une vision financière où on voudrait dire attention, ce n'est pas le moment d'acheter, etc., etc. Et puis, il y a une vision de bon père de famille. Ce que j'observe, c'est que face aux incertitudes en matière de retraite, les Français sont quand même heureux quand passé 40 ans, 45 ans, ils ont un toit au-dessus de la tête dont ils sont propriétaires et que ça rassure énormément. Bon, alors après, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? Je pense que ça correspond à un désir très fort d'une majorité de Français aujourd'hui. Et s'il y a une crispation dans le marché, notamment dans les zones tendues, c'est parce qu'il y a trop de Français qui ne sont pas en mesure de devenir propriétaires. Et ça, il faut chercher à y remédier dans une certaine mesure. Alors, les dernières questions concernent l'investissement SCPI au PCI ou investissement en province. C'est différentes questions que je résume. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire en ce moment? Oui, il y a des choses intéressantes à faire, mais en matière d'investissement, il faut toujours s'intéresser au sous-jacent, c'est-à-dire la qualité du portefeuille, la qualité du bâti, sa localisation. Est-ce que je suis dans un vrai bassin d'emploi, un bassin économique dynamique? Est-ce qu'il y a des flux de population croissants? Et jamais se borner ou à des performances passées ou à des intérêts que fiscaux. Il faut creuser. Et quand en face de soi, on a quelqu'un, un professionnel qui vous conseille et qui ne connaît pas le sous-jacent, c'est-à-dire le bâti derrière et l'environnement macroéconomique, il ne faut pas y aller. On en revient à la transparence. La transparence, la compétence. Bon, et en tout cas, vous mettez à disposition des internautes ces outils qui permettent d'améliorer cette transparence et en tout cas le combat que mène meilleursagents.com tel que je le comprends. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu au pied levé, on le rappelle, à notre invitation. Merci Eric. Merci. Et merci à vous tous pour vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.